J'appelle Monsieur Vincent Frère sur d'Abyss Médical sur chirurgie en réalité augmentée, tour d'horizon. Merci de votre présence. Merci pour cette invitation, Dr. Pouchet, professeur Reich, et merci à l'Académie et merci à l'Académie nationale de chirurgie de me recevoir. Alors, je remercie, merci pour le micro. Je remercie mon prédécesseur d'avoir fait la précision entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tour d'horizon de ce qui se passe en réalité augmentée en chirurgie. Je déclare tout de suite un conflit d'intérêt. Je suis chef de produit chez Abyss Medical, qui est une société qui développe une solution qui s'appelle Surgiverse, qui est une solution d'assistance à la planification chirurgicale et ensuite à l'acte chirurgical en réalité augmentée. Merci. Donc, ouais, je ne vais pas refaire dans les grandes lignes la différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, ici, on parle bien de réalité augmentée, contrairement à la présentation précédente. On appelle ça aussi parfois la réalité mixte, mais c'est un terme qui peut être un peu ambigu. Donc, personnellement, je préfère le terme réalité augmentée. La différence avec la réalité virtuelle, donc, c'est qu'on va avoir une visière transparente et souvent une manipulation de l'interface du casque qui va être directement avec les mains, donc de manière stérile. Et donc, du fait de cette visière transparente et de cette manipulation stérile, on voit que la technologie, même si elle n'a pas forcément été pensée pour ça au premier abord, s'adapte bien au contexte de la chirurgie. Pour refaire un petit peu d'historique, un petit point d'historique, la première chirurgie en réalité augmentée en France, et je crois mondialement aussi, mais je ne suis pas sûr de ça, elle a été réalisée en décembre 2017 par le professeur Thomas Grégory sur un cas d'arthroplastie d'épaule. Alors pour vous faire comprendre à quoi ça ressemble un petit peu la réalité augmentée, ça c'est une petite vidéo qui vient d'Abyss Medical où on voit un chirurgien qui porte donc son casque. Le casque a des caméras au niveau du front du chirurgien qui vont repérer l'environnement autour de lui. Les hologrammes vont s'ancrer dans cet environnement et donc le chirurgien va pouvoir manipuler avec sa main, qui est aussi détectée par les caméras du casque, les différents hologrammes. Donc, quand on parle de réalité augmentée, il faut différencier deux types d'acteurs. On a des acteurs qui vont aller développer les logiciels sur ces casques de réalité augmentée et les industriels qui vont développer eux-mêmes les casques de réalité augmentée. Souvent, ces deux acteurs sont bien distincts. D'ailleurs, la plupart des éditeurs de logiciels de réalité augmentée ont choisi le casque HoloLens 2 de Microsoft pour développer leur solution logicielle. Il y a des alternatives, comme le casque Magic Leap, qui propose de déporter la brique qui gère toute la partie ordinateur des lunettes, mais aussi la batterie. Et donc, cette partie-là peut être connectée avec un fil et être gardée dans la poche arrière pendant la chirurgie, par exemple. Les HoloLens, elles ont le bénéfice d'être en un seul bloc qui contient un tout. Elles sont relativement légères, je crois qu'elles font entre 500 et 600 grammes. Il y a des fabricants de logiciels qui ont fait un choix différent, comme Augmedix qui développe la solution Xvision, qui font eux-mêmes leur casque, mais l'impact que ça a, c'est sur le prix du casque final, parce que ce casque-là ne va être dédié qu'à la santé, là où des fabricants comme Microsoft vont avoir plein d'utilisations, et donc un grand volume de fabrication, un grand volume de vente, et vont pouvoir faire baisser les prix du casque. Mention quand même honorable à la société Lynx, qui est une société française qui essaye de concurrencer Microsoft en réalisant son casque de réalité mixte parce qu'il mélange la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc, quelles fonctions on va vouloir amener dans le bloc opératoire grâce à la réalité augmentée? Les voici, je vais aller dans le détail tout de suite pour ne pas perdre de temps. La première, c'est la visualisation d'imagerie préopératoire. Donc, ça peut prendre la forme en fait de tout type d'imagerie selon ce que les développeurs de logiciels font. Donc, ici, on a un exemple où on voit une imagerie reconstituée en 3D à partir d'un CT scan, des radios préopératoires qui ont été prises. Et donc, on voit que le chirurgien peut manipuler. Alors, on ne voit pas la main du chirurgien ici, mais en fait, il manipule bien avec sa main et avec un espèce de petit lasso qu'on voit de temps en temps en blanc. Il peut manipuler tous ces éléments-là, choisir lesquels il affiche, et il peut les mettre au-dessus de son patient et les consulter quand il en a besoin. La deuxième utilisation, aussi assez logique, c'est la visualisation d'imagerie péropératoire, donc l'imagerie qui est prise en live pendant la chirurgie. Donc ça, c'est une société qui s'appelle Mediview, qui est une société américaine qui affiche dans les lunettes directement la vidéo qui vient de l'échographie du chirurgien et qui lui permet, dans ce cas-là précis, d'aller guider
une aiguille, donc il a la trajectoire prévisualisée de son aiguille dans l'affichage en réalité augmentée. On a aussi, ce qui est possible, la consultation de documents. Donc à gauche, on a une vidéo exemple qui a été prise par le docteur Marc-Olivier Gossier qui utilise la solution Surgiverse. Et on le voit alors manipuler le jumeau numérique de son patient, le modèle 3D reconstitué à partir du CT scan de son patient. Et aussi, il navigue, ça va revenir, dans son document de planification qu'il a préparé en amont, qu'il a inséré dans les lunettes. Et il peut revoir son plan opératoire pendant la chirurgie. À droite, on a un exemple de la société Stryker de Blueprint où on a simulé le positionnement de l'implant et on peut simuler le mouvement de l'articulation en réalité augmentée. Un autre usage, alors ça, c'est deux sociétés. La première, c'est la société Augmedix qui fait le modèle X-Vision, c'est ceux qui développaient leur propre casque, euh, qui font du guidage de vis pédiculaire dans des cas de rachis. Et donc, eux, ils font une imagerie opératoire qui est récupérée par le casque. Dans cette imagerie, ils incluent le fait d'avoir des repères qu'on voit en noir avec des points blancs ou gris. Et en fait, ces repères-là vont être lus par les lunettes et vont pouvoir permettre de recaler l'imagerie qui a été faite au bloc opératoire en réalité augmentée sur le patient. Et ça va permettre de pouvoir prévisualiser la trajectoire de la vis pédiculaire pour s'assurer de son bon positionnement au bloc. Alors ça, c'est une image qui est un peu trichée. Je n'ai pas testé la solution, mais je pense que ça ne ressemble pas vraiment à ça. Ça a été un peu amélioré comme image, mais c'est ça que le chirurgien voit. À droite, on a un peu le même type de solution. C'est une société qui s'appelle Hip Insight, qui traite donc des arthroplasties de bassin, de hanches. Et eux, ils ont un outil de la même manière qui vient se poser sur deux points anatomiques spécifiques sur le bassin, qui est connecté à un QR code. Et de la même manière, les lunettes vont se connecter, vont lire le QR code et recaler l'imagerie préopératoire du patient sur le patient et va donner une indication de la position et de l'orientation de l'outil pour placer la cupule acétabulaire. Alors, une question qui vient naturellement quand on va parler de recalage et de navigation, c'est quelle est la précision de tel système? Alors, on a une étude sur le système Augmedix, X-Vision de Augmedix qui a été faite sur environ 1000 vis. Et on a un critère de Gersbein-Robbins qui définit à quel point une vis a été bien positionnée ou non. Et donc, on a une notation entre A et E, je crois. Et avec ce système-là, donc sur les 1000 vis qui ont été posées, on a 94 à 99,5% des vis qui qui ont reçu la note A et B qui correspond, si on voit à droite, à un positionnement satisfaisant de la vis qui ne va pas induire de séquelles neurologiques pour le patient sur les cas de rachis de vis pédiculaire. Pour comparer cette échelle qualitative-là, j'ai trouvé une étude qui nous donne, selon les techniques utilisées, à quelle précision on arrive. Et en fait, on voit on arrive dans celle de la navigation par CT scan. Et en fait, c'est bien ça, cette solution. C'est une navigation par CT scan qui est faite non pas avec des machines externes, mais uniquement avec le casque de réalité augmentée. Et donc, la réalité augmentée peut prendre ce rôle-là aussi de navigation qui va, avec des outils moins encombrants, peut-être moins coûteux, et donner une alternative à la navigation que vous connaissez déjà. Euh, un autre cas de navigation en réalité augmentée, c'est la société Pixie qui travaille sur les arthroplasties de genoux et d'épaules. Eux, ils viennent mesurer grâce à ces repères visuels qui sont lus par le casque, comme les technologies qu'on a vues précédemment. Ils viennent mesurer les angles anatomiques du patient pour confirmer au chirurgien le geste chirurgical qu'il s'apprête à faire ou qu'il a fait. Ça, c'est un autre usage de la réalité augmentée, ça peut être l'enregistrement ou la retransmission vidéo d'une chirurgie. Donc ça, c'est un cas qu'on a fait avec le docteur Pourchet, je le remercie aussi, sur une chirurgie bariatrique. Ou alors sur le côté, on voit des images de son patient qu'il avait voulu rajouter au dossier. Donc ça, c'est les images qui vont en réalité augmenter. Et au centre, c'est l'écran qui retransmet la paroscopie de la chirurgie en live. Donc, on peut enregistrer ce flux vidéo-là ou le retransmettre en direct
via une plateforme associée au casque de réalité augmentée. On voit qu'on a encore des limites sur la captation vidéo dans ce genre de situation. Euh, pardon. Notamment sur le contraste du rendu de la vidéo. Bon, il y a des améliorations à faire. Actuellement, sur quelles applications en chirurgie on a envie d'utiliser ces technologies? Ce qui a été identifié par ma société et par les concurrents, c'est qu'il y a un gros focus sur l'orthopédie et en particulier tout ce qui est arthroplastie ou rachis. Nous, chez Abyss Medical, on croit beaucoup aussi à l'apport de cette technologie dans les cas de traumatologie ou pour un chirurgien traumatologue, dans des cas de trauma complexe, avoir l'anatomie de son patient en réalité augmentée va pouvoir l'aider à bien comprendre cette anatomie et à bien naviguer dans son intervention. Les autres chirurgies où il y a un intérêt identifié, on a le maxillofacial, la cardiologie. Sur les cas de TAVI, par exemple, on peut imaginer, comme on l'a vu précédemment avec l'échographie, d'avoir l'imagerie prise dans le bloc opératoire directement dans les lunettes et non pas sur un écran. Donc, on pourrait imaginer réduire le nombre d'écrans dans le bloc opératoire grâce à ce genre de technologie. Euh, et on a aussi tout ce qui est cas d'oncologie où l'imagerie du patient va pouvoir aider à repérer la tumeur dans le bloc opératoire. Et plein d'autres cas, mais en fait, on est en train d'explorer toutes les possibilités de cette technologie, ce qui est une technologie encore jeune. Une question vient, c'est d'où viennent les modèles 3D qu'on a envie d'afficher dans les lunettes. Euh, je fais amende honorable à une société qui s'appelle Visible Patient en France, qui fait des segmentations de haute qualité sur du tissu mou. Et en fait, eux, ils ne font pas de réalité augmentée eux-mêmes, mais ils ont fait le choix de rendre leur modèle compatible avec la plupart des systèmes de réalité augmentée, ce qui fait qu'ils s'intègrent très facilement à la réalité augmentée. Et je pense que sur les segmentations tissu mou, actuellement, ils n'ont pas forcément de concurrents. Si? Non. Ils sont les premiers. Ils sont les premiers, je suis d'accord avec vous. Je disais que oui, ils sont quand même assez les premiers. Il ne faut pas oublier que c'est un chirurgien, c'est Luc Solaire qui est à la base. Puis il a travaillé d'abord sur le foie en premier. Donc là, ça s'étend sur pratiquement tous les organes digestifs. Et effectivement, sa force, c'est que ça peut s'intégrer. Et d'ailleurs, j'ai essayé le casque récemment et on voit très très bien. Ça s'applique très très bien pendant l'acte opératoire. Et vous avez un autre maintenant qui, alors lui, c'est gynécologique, c'est aussi un gynécologue réalité augmentée, c'est Shurgar. Peut-être que vous en avez entendu parler, Ouais. et qui fait ça aussi. Donc, ça commence à rentrer dans les pratiques, absolument. Et je trouve que c'est absolument grandiose. Je vais reprendre, pardon, j'ai plus que 3 minutes. Alors oui, donc il y a des sociétés qui proposent des modèles à intégrer directement pour les sociétés qui développent des logiciels en réalité augmentée et les d'autres sociétés qui choisissent de faire eux-mêmes leur segmentation comme Abyss Medical pour segmenter ces modèles afin de les intégrer en réalité augmentée. Donc, quel est le flux de données, justement, pour intégrer ces modèles-là en réalité augmentée? Actuellement, on demande aux chirurgiens avec lesquels on travaille d'extraire l'imagerie patient depuis leur PACS. Ensuite, selon les sociétés, on a soit un logiciel qui est installé localement sur le poste, soit des logiciels qui sont disponibles en ligne sur lesquels les chirurgiens se connectent pour aller envoyer l'imagerie de leurs patients. Ensuite, on a forcément une étape de segmentation et de traitement d'image avant que l'imagerie du patient ou les documents qu'on veut afficher en réalité augmentée soit intégrés sur les lunettes, soit via une connexion câblée avec un ordinateur ou une clé USB, soit via une connexion Wi-Fi, Internet, avec lesquelles on récupère les données. Euh, un point de détail sur la connexion avec le PACS. Aujourd'hui, pour toutes les solutions qui veulent afficher de l'imagerie en réalité augmentée, il y a un gros sujet de connexion avec le PACS qui actuellement se fait de manière compliquée et qui pourrait permettre de rendre tout ce flux de transmission de données beaucoup plus facile. Je voulais essayer de juger de l'adoption aujourd'hui de la réalité augmentée en chirurgie. Donc, pour avoir un aperçu, j'ai fait une recherche sur le nombre de publications qui existent avec les termes réalité mixte, réalité augmentée. Donc, sur PubMed, on note qu'en 2023, entre les deux termes, on a entre 1500 et 1200 publications sur l'année. Et au total, on est entre 6000 et 8000 publications avec ces termes-là en recherche.
J'ai fait aussi la même étude avec ScienceDirect, mais les résultats sont à peu près les mêmes. Et je voulais comparer ça à la navigation chirurgicale et à la navigation et à la chirurgie robotique, pardon. Et sur l'année 2023, pour la navigation, on est à un peu moins de 5000 publications. Et pour la chirurgie assistée par robot, on est à un peu plus de 4000 publications. Et pour retrouver les niveaux de publication qu'on a en 2023 sur la réalité mixte ou augmentée, il faut remonter en 2004 pour la navigation chirurgicale et en 2014 pour la chirurgie robotique. Donc, je ne vais pas faire de conclusion directe par rapport à ça, mais je vous laisse faire un parallèle avec l'adoption de ces technologies il y a 10-20 ans. Et en fait, on est au tout début d'utilisation de la chirurgie augmentée. Et aujourd'hui, au gros doigt mouillé, je pense qu'on n'est pas encore à 1% d'adoption de la chirurgie augmentée en termes que ce soit en termes de nombre de chirurgiens ou en termes de nombre de chirurgiens. Donc, quelles sont les barrières qui font qu'on n'est pas encore à une complète adoption de ces technologies? Aujourd'hui, on a des questions, c'est de savoir sur qui pèse la préparation des planifications, c'est-à-dire des dossiers qu'on envoie en réalité augmentée. On parlait de mentalisation tout à l'heure, donc c'est intéressant que les chirurgiens fassent eux-mêmes leur planification en réalité augmentée pour mentaliser leur chirurgie. Mais en fait, est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce que c'est aux internes de le faire? Est-ce que c'est aux e-bots de le faire? C'est une grande question. On a aussi les problématiques de logistique des lunettes en réalité, des lunettes de réalité augmentée. Il faut qu'elles soient chargées avant l'intervention. Il faut qu'elles soient connectées au Wi-Fi potentiellement. Qui s'occupe de ça dans l'hôpital? On a tout ce qui est problématique de certification, c'est-à-dire que les acteurs qui aujourd'hui proposent des solutions de réalité augmentée qui vont être utilisées au bloc opératoire tombent sous le scope du dispositif médical. Donc avant que les solutions arrivent sur le marché, ces acteurs-là doivent faire marquer leurs produits et c'est des processus qui sont longs, ça a été dit précédemment. On a la problématique de connexion au PACS dont je parlais et de Wi-Fi dans les hôpitaux. Ça, c'est un gros problème qu'on a en France, c'est que la connexion Wi-Fi dans les hôpitaux n'est pas forcément très qualitative. Et c'est un frein à notre adoption parce que la solution qu'on a développée chez Avis Médical s'appuie beaucoup sur Internet, sur le fait de pouvoir échanger, de collaborer entre chirurgiens à distance. Et donc, voilà, la mauvaise connexion dans les hôpitaux est une barrière pour nous. Et enfin, on a le changement des habitudes, tout simplement. C'est-à-dire que ce soit dans le monde de la chirurgie ou dans les autres industries, on a tous nos habitudes de travail et les faire changer du jour au lendemain, c'est pas facile et il faut beaucoup de volonté. Euh, voilà. J'ai bientôt fini. Quelles perspectives je vois, moi, pour la réalité augmentée à terme? On aura une amélioration du hardware, donc des lunettes de réalité augmentée, qui auront une meilleure autonomie dans le futur, des meilleures qualités d'affichage, des meilleurs champs de vision, des meilleures caméras pour retransmettre la vue en première personne du chirurgien. Je pense que la réalité augmentée peut devenir une solution de navigation qui est moins coûteuse et moins encombrante que les systèmes qui existent aujourd'hui. On aura sûrement une automatisation des étapes de la planification pour rendre cette planification plus rapide pour le chirurgien ou pour les équipes de soins. Et enfin, un recalage de l'hologramme sur le patient qui se fera sans marqueur, comme sur le système qu'on a pu voir, mais qui sera basé sur de l'IA et qui reconnaîtra directement l'anatomie du patient pour recaler l'hologramme. On n'y est pas encore, mais ça viendra un jour, j'en suis sûr. Voilà, merci. Merci beaucoup. Effectivement, changer les habitudes. Et puis le problème du Wi-Fi, mais moi j'ai un bureau qui est à côté de la radio, donc les murs sont plombés, donc ça passe pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Vincent. Docteur Pourchet. Oui, simplement, moi je trouve que pour l'avoir utilisé et commencé, alors on en est au balbutiement, hein, c'est vrai, je pense, mais ça va nous obliger à planifier nos interventions. Alors pour un certain nombre d'opérations très risquées, c'est vrai qu'on le faisait en staff, en commun, mais là, il y a une approche vraiment de planification détaillée en utilisant sur un même champ visuel tous les outils d'évaluation. Donc, c'est vraiment une nouvelle manière d'opérer, hein, enfin, d'accéder à l'information en tous les cas. Voilà, très intéressant. Professeur Benamou. Oui, vous avez parlé du TAVI. Et il y a un système produit par une boîte française, Caranx, Okay. qui fait à la fois le robot assisté par l'IA, qui permet de monter et de larguer la valve aortique avec l'aide de l'intelligence artificielle. Ça semble extraordinaire. Est-ce que le développement actuel de cette IA associée à la robotique me paraît être
un champ extrêmement important. Alors, on n'est pas du tout. Ouais, c'est un autre domaine. C'est un autre domaine, mais en même temps, complet, mais il va dans le même sens. Parce que vous avez cité le TAVI. Oui, non, c'est des technologies différentes. Peut-être que sur l'application du TAVI, ce sera une technologie qui sera plus adaptée, celle que vous avez citée sera plus adaptée que la réalité augmentée, mais je pense qu'au début, il y aura des balbutiements avec des chirurgiens qui essaieront la réalité augmentée sur ces cas-là, qui essaieront la technologie que vous avez pu citer. C'est très, très différent, hein. La réalité augmentée, c'est le chirurgien humain qui est là et qui optimise sa manière d'accéder à l'information, en fait, finalement, c'est ça. Et au lieu de se baser simplement sur son intuition, sur son expérience, sur son toucher, ben, il va avoir des éléments en direct augmentés. Donc, c'est quand même quelque chose d'un... Et là, la robotisation, enfin, l'intelligence artificielle dans le positionnement, c'est quand même encore un autre domaine. Enfin, mais c'est passionnant, hein. Professeur Jeannet. Donc, bravo pour le truc, hein, parce qu'effectivement, on voit bien que. Après, c'est pas parce que c'est beau que ça va marcher, commercialement, j'entends. Ah oui, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, finalement, le frein principal, ça va être quoi? C'est la culture des chirurgiens, c'est l'argent, plutôt le coût, ou c'est les technologies, enfin, je veux dire, le système, le système de support, si j'ose dire. Et comment voyez-vous les choses? Alors, il y a plusieurs sujets là-dessus. Il y en a un, c'est sur quel chirurgien on va se focaliser. Sur l'orthopédie, on commence à sentir qu'il y a vraiment un besoin sur la traumatologie. Mais c'est peut-être pas le cas de toutes les chirurgies. Donc, en fait, il faut que les sociétés définissent bien leur scope sur quel chirurgien viser commercialement. Vous avez remarqué que vous faisiez beaucoup plus d'os que de mots, hein? Alors oui, parce qu'on vient de... Enfin, le but de la société initialement, c'était le traitement de la fracture. Mais notre 510K aux États-Unis a été pour le scope complet de la chirurgie. Mais oui, effectivement, pour l'instant, on pense qu'il y a une première adoption qui sera d'abord du côté des chirurgiens orthopédiques et traumatologiques. Oui. Okay. Mais Question. ce que je voulais dire pour la programmation chirurgicale avec la radiologie et tout, en fait, bien avant ces logiciels, ça existait déjà en chirurgie vasculaire, hein, parce que chirurgie vasculaire, on était obligé de reconstruire. Dès qu'il y a eu les IVAR, la chirurgie endovasculaire, vous étiez obligé de reconstruire l'imagerie et vous ne pouvez pas aller au bloc si vous n'avez pas l'imagerie déjà reconstruite. Déjà pour mesurer l'aorte, si elle avait une coudure, en savoir est-ce qu'on pouvait faire un traitement endovasculaire ou pas. Et c'est que quand l'imagerie a été faite, c'est comme ça que ça a été créé, les blocs hybrides que vous avez vu tous dans n'importe quel bloc de chirurgie endovasculaire. C'est le chirurgien qui le fait, hein. Ce n'est pas tellement le radiologiste interventionnel. Et pour les tissus mous avec les logiciels du foie, c'est utilisé, hein. Je veux dire, ça commence de plus en plus, en tous les cas, organes de segmentation avec une petite tumeur dans le carrefour cavo-sus-hépatique, comment on peut l'enlever précisément. C'est déjà appliqué parce que, effectivement, avec la clé USB que vous mettez dans le robot, là, ça commence à se développer assez, hein. Mais il est vrai, et ça, je suis tout à fait d'accord, c'est la certification qui prend du temps. Mais il ne faut pas totalement critiquer la certification parce qu'il peut y avoir des dérives. Je veux toujours rappeler que quand même les données des robots comme Intuitive appartiennent au laboratoire. Elles n'appartiennent pas aux académies. Et ça, c'est une erreur. Et heureusement que la réglementation européenne, elle casse ça parce qu'il faut vraiment faire attention que les données restent entre les mains des académies, enfin de la médecine. Elles n'ont pas une propriété industrielle. Et même si ça prend un peu de temps, quand ça arrive, juste pour information, vous voyez que Visible Patient a eu le marquage, il a le remboursement quand même. Ça prend un peu de temps, mais partiel, mais qui va arriver pour cette année. Et je crois qu'effectivement, le gouvernement est en train de faire un peu plus qu'on le pense avec France 2030. Je suis assez d'accord avec vous. Merci, parce que c'est très important ce que vous avez dit. En fait, ce n'est pas ce que dit Vinci, hein. Vinci dit les datas sont à la disposition des chirurgiens. C'est pas... Non, mais aucun chirurgien n'a vu les datas. Mais il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a un vrai sujet. Professeur Benamou. Quand tu dis que les collègues font eux-mêmes la mensuration aortique, etc. En fait, les sociétés industrielles qui vendent les stents, en particulier les stents fenêtrés, etc., te proposent de leur envoyer les données du patient et te font le plan
adapté à leur endoprothèse marquée et fenestrée, etc. Donc, c'est les boîtes qui sont intermédiaires entre le patient et l'acte qui a été fait par le chirurgien. Et là, les datas leur appartiennent. C'est un sujet nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui marche et qui soit facilement appropriable. Mais en réalité, on est assez frappé que c'est comme Apple, Google et Amazon. Hein. Bon, c'est quoi ton abonnement? Tu vois? Alors, toi, tu es Microsoft ou tu es Apple? Machin, machin, machin. Et en fait, quand on entend le GNJ ou quand on entend Medtronic, ils vous disent, mais nous, on a tout en un. Viens chez nous. Ouais. Alors que, et donc, on a déjà connu ça pour les agrafeuses au début, enfin, etc. Bon, maintenant, on a quand même de la concurrence, puis c'est pas le même niveau de matériel. Mais ça, c'est toujours le même danger, c'est-à-dire qu'on est soit Edwards, soit, je sais pas quoi, moi, Boston, voilà. Et c'est une problématique, ça. Hein. Et il faut que vous ayez un système open. Non, mais plus vous serez open, plus vous serez open, plus vous attirez les chirurgiens. Et les établissements, d'ailleurs. Je suis bien d'accord avec vous, et d'ailleurs, on essaie de l'être le plus possible, et on voit que nos concurrents ne le sont pas forcément. Et c'est un point de friction avec les chirurgiens qu'ils rencontrent qu'on n'a pas forcément pour le coup. Docteur Final. Oui, Dernière problème, question. on est en Dernière question. Oui, je veux revenir sur les datas. Parce que, effectivement, on travaille beaucoup là-dessus, dire quelle est la propriété, etc. Je veux dire, ce qui est intéressant véritablement pour, je pense, à Intuitive et à beaucoup d'autres, hein, je pense, c'est qu'en fait, l'ensemble de ces datas doivent servir à quelque chose. Et ce travail qui est fait actuellement avec le million d'interventions qui est fait par Intuitive, c'est qu'ils sont vraiment en train de préparer effectivement ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'aide à la décision, l'aide au parcours pendant pendant l'intervention, etc. Tout ça est en train de se construire. À partir, ils ont à la fois ça et ils récupèrent le double des vidéos, de l'ensemble des vidéos chirurgicales de la robotique. Donc, l'idée, c'est de préparer véritablement l'étape suivante, hein, qui est vraiment en cours. Hein. Les robots, tu l'as pas dit, mais c'est ce qu'on pense. C'est que le robot, le chirurgien pense que c'est un télémanipulateur. Bon, Ouais. C'est pas du tout ça. C'est un instrument qui sert à opérer, Ouais. mais qui a comme particularité d'enregistrer à tout moment tous les datas de l'opération. Or ça, les chirurgiens ne se l'appréhendent pas pour l'instant. Mais quand je veux dire, quand cette culture va être prégnante, mais ça va complètement changer la donne, parce que ça veut dire que ces datas, on peut les mettre dans des registres, on peut s'en servir comme benchmark, etc., etc. Merci beaucoup pour cette réflexion, Monsieur Jeunet, Monsieur le Perpétuel. Voilà. Oui, c'est une réflexion qu'on mène depuis. Ouais. Et il y a vraiment un besoin d'acculturation des chirurgiens, et on en discutait encore ce matin. Et il y a des opportunités. Et quand tu ne connais pas les opportunités, ben. Et d'ailleurs, on vous remercie, là, toutes ces boîtes innovantes, là, de faire comprendre les enjeux. Merci pour tous ces nouveaux outils. Voilà, merci beaucoup. La science est suspendue. Elle reprendra le 10 avril prochain.